Personne n'est jamais allé dans l'espace. Qu'en dites-vous? En ce moment même, vous imaginez Youri Gagarin sur une fusée avec son célèbre Poyekali. Calmez votre imagination. En réalité, tout n'est pas si simple. Il ne s'agira pas du complot lunaire dont les adeptes pensent que le programme Apollo américain a été falsifié. Pour commencer, rafraîchissez-vous la mémoire avec le programme scolaire de géographie, en particulier la section sur l'atmosphère terrestre. Rappelez-vous de quelle couche est constituée l'enveloppe invisible de notre planète. Hello, abonne-toi. Pour commencer, la troposphère. C'est notre maison à tous qui se termine entre 8 et 18 km d'altitude selon la latitude. C'est précisément ici que naissent les cyclones et les anticyclones, ainsi que la fameuse turbulence atmosphérique qui effraie les personnes montant pour la première fois à bord d'un avion. La couche suivante est la stratosphère, qui règne à une altitude de 11 à 50 km. Les scientifiques du 19e siècle étaient à tort convaincus que c'est ici que l'atmosphère terrestre prenait fin. Les températures dans la stratosphère sont vivifiantes, environ moins 55 degrés Celsius. Rappelez-vous les images choquantes de l'aéroport de Kaboul. Les personnes désespérées grimpant sur le fuselage de l'avion n'avaient aucune chance de survivre. La stratosphère abrite également l'ozone, le bouclier d'ozone qui protège la planète des rayonnements solaires mortels. Voici la mésosphère qui se situe à une altitude de 50 à 90 km. Selon les données actuelles, elle était considérée comme la dernière couche atmosphérique séparant la Terre de l'espace. Mais est-ce vraiment le cas? En fait, cette affirmation n'est pas tout à fait correcte. Ce n'est qu'une frontière qui définit les différences entre les modes de vol. Jusqu'à une altitude de 100 km, on peut se déplacer grâce à la force des courants d'air, mais au-delà, seuls les engins spatiaux peuvent voler. En d'autres termes, il n'y a pas de définition précise de l'endroit où l'atmosphère terrestre se termine et où commence l'espace. C'est pourquoi chacun agit à sa manière. Il s'avère donc que ni Richard Branson ni Jeff Bezos ne sont vraiment allés dans l'espace. Ils ont juste fait un vol touristique autour de la Terre à un prix exorbitant. Mais laissons les multimilliardaires régler eux-mêmes leurs problèmes moraux et montons encore plus haut dans une couche de l'atmosphère où nous sommes enveloppés par un silence absolu. C'est précisément ici que les molécules se poursuivent littéralement les unes les autres. Comment s'appelle cette couche? Son nom est la thermosphère. Il n'est pas étonnant que les aurores boréales chaudes et colorées se soient installées à cette altitude. Au fait, nous avons dépassé la ligne de Kármán conventionnelle, située à la frontière des 100 km au-dessus de la surface de la Terre. Certains la considèrent comme la frontière invisible entre l'atmosphère terrestre et l'espace ouvert. De plus, c'est à cette altitude que se trouve la limite supérieure des états terrestres. Au-delà de la ligne de Kármán, l'atmosphère devient si raréfiée que l'aviation aérodynamique perd ses fonctions et la vitesse nécessaire pour créer une portance commence à dépasser la première vitesse cosmique. C'est-à-dire 7,91 exactement ce dont nous parlions plus tôt. Une telle division en couches convient davantage à la sélection des moyens de déplacement qu'à la définition des frontières de l'espace. Atteindre la ligne de Kármán est la condition principale pour qu'un vol soit officiellement reconnu comme spatial. D'ailleurs, les premières à avoir franchi cette ligne imaginaire furent les fusées balistiques allemandes V2 conçues par le brillant ingénieur Wernher von Braun. Mais revenons à la thermosphère, ou plutôt montons un peu au-dessus de la ligne de Kármán, bien que, à proprement parler, cette couche commence à une altitude de 80 à 90 km. La limite supérieure de la thermosphère se situe après avoir dépassé la barre des 700 à 800 km. Dans ce monde étrange et pratiquement silencieux, seuls les vols sur des trajectoires mais balistiques sans podium sont possibles. Ici se trouvent les ceintures de radiation, très nocives pour la santé humaine. Les températures dans la thermosphère varient de moins 73 à plus 1700 degrés Celsius. Ne soyez pas surpris, rappelez-vous le nom de cette couche. Pourquoi fait-il si chaud dans la thermosphère? Pour répondre à cette question, il faut se rappeler des règles élémentaires de la physique. Plus les particules se déplacent rapidement, plus elles dégagent d'énergie et, par conséquent, de chaleur. Mais qu'est-ce qui a accéléré ces particules à ce point? Ce phénomène est favorisé par les rayons ultraviolets et les rayons X, qui, en frappant les rares molécules d'air, leur donnent de puissants coups de pied, les accélérant à des vitesses inimaginables.
En fait, si vous vous retrouviez dans un endroit aussi inhospitalier, vous ne ressentiriez pas une chaleur brûlante, mais un froid glacial. Parce que même si les particules transportent autant une énorme quantité d'énergie, il y en a ici ridiculement peu, donc la probabilité d'en rencontrer est très faible. Néanmoins, il y a suffisamment de particules à grande vitesse pour endommager les stations spatiales. Comme on dit, docto, la goutte d'eau finit par user la pierre. Alors où commence vraiment l'espace, le véritable vide sans air ? On pourrait penser qu'il commence dans l'exosphère, là où les aurores boréales s'éteignent et où règne le vide absolu. C'est la partie supérieure de la thermosphère, située à environ 1000 km au-dessus du niveau de la mer. Le gaz y est extrêmement raréfié et s'échappe progressivement dans l'espace interplanétaire, c'est-à-dire qu'il se produit ce qu'on appelle la dissipation, une perte partielle de l'atmosphère planétaire. À une altitude d'environ 3500 km, l'exosphère se confond avec le vide spatial proche, qui, il s'avère, n'est pas non plus dépourvu de particules familières, comme les atomes d'hydrogène par exemple. Quel type d'espace est-ce, dites-moi, je vous en prie. C'est là que commence le plus intéressant. À ces altitudes mentionnées se trouve une autre ceinture protectrice de la Terre qui capture le rayonnement ultraviolet le plus nocif et l'emprisonne comme dans une cellule de prison. Ainsi, un séjour prolongé au-delà de la limite de 500 000 km n'est possible que si vous êtes déjà mort et que vous dérivez sans vie dans l'espace. Mais le dangereux rayonnement ultraviolet solaire n'est pas le seul dans l'exosphère. Comme mentionné précédemment, l'espace ici est rempli d'atomes d'hydrogène et d'hélium, car les gaz les plus légers montent vers le haut, comme la vapeur au-dessus d'une casserole d'eau bouillante. Les plus audacieux pourraient appeler l'exosphère une porte ou une transition entre le monde terrestre et le monde spatial. Il y a vraiment très peu de particules ici, mais elles se déplacent à des vitesses énormes, atteignant parfois la vitesse de libération. Ainsi, les molécules peuvent parcourir des milliers de kilomètres avant d'en rencontrer d'autres semblables. Nous répétons la question. Où se termine l'exosphère et où commence l'espace ? Les manuels indiquent souvent le chiffre de 10 000 km, mais techniquement, il n'existe pas de frontière précise. Alors, qui a été le premier homme à quitter les limites de l'atmosphère terrestre et à partir dans l'espace ? Youri Alexeïevitch Gagarin. Répondrez-vous en chœur, et vous aurez tort, parce qu'il a seulement franchi la ligne de Kármán à 100 km d'altitude, bien que cela ne diminue en rien ses mérites et ne rende pas l'événement moins historique. Mais l'atmosphère terrestre s'étend au-delà. Par exemple, la majorité des particules d'hydrogène et d'hélium se trouvent même sur la Lune. Écoutez les sanglots des spécialistes de la National Aeronautics and Space Administration qui ont lancé le programme spatial Apollo. Il s'avère que le 20 juillet 2009, 169 Neil Armstrong et Edwin Aldrin, qui ont été sur la Lune et auraient soi-disant remporté la course lunaire, ne sont jamais réellement allés dans l'espace ouvert. C'est une déclaration choquante, il n'y a rien à dire. Si l'on considère la question scrupuleusement, la géocouronne, une sphère où s'étend l'influence de la Terre, se trouve à une distance de 630 000 km de la planète. Cela signifie que la Lune, qui se trouve à 384 000 km de nous, fait également partie de cet espace. Oh, combien de merveilleuses découvertes l'esprit des Lumières est prêt à nous révéler. Futura original version. Häsklapte. Bojnik diva. Kurundich. Dès que la saison change, le soleil éclatant est remplacé par des nuages gris et nous pouvons observer des paysages complètement différents. Par exemple, lorsqu'il n'y a pas un seul nuage dans le ciel, celui-ci apparaît d'un bleu clair devant nous. Pourquoi cela se produit-il ? Tout cela est dû au rayonnement diffus. Une partie des rayons du soleil se disperse lorsqu'elle pénètre dans l'atmosphère terrestre. S'il n'y avait pas ce phénomène, en levant la tête, nous verrions simplement une toile noire uniforme. Il faut aussi se rappeler que les rayons se dispersent davantage si leur couleur spectrale est bleue, et non par exemple rouge. Notre ciel offre diverses nuances de bleu, du foncé au clair. Pour voir une teinte bleu pâle, allez au Brésil,
qui possède la couleur de ciel la plus intense de notre planète. Les scientifiques expliquent cela par la moindre pollution, particules d'eau et poussière dans l'air de ce côté. Nous pouvons nous allonger sur l'herbe verte, regarder vers le haut et admirer la beauté des cieux. Mais que diriez-vous si vous voyiez le ciel sur d'autres planètes du système solaire, par exemple en vous tenant sur Mars ? Quels secrets les autres planètes renferment-elles et quels facteurs influencent l'apparence du ciel ? Pour nous, c'est ce que nous voyons depuis la Terre. Ce que nous pouvons observer dépend de l'atmosphère de chaque planète, de sa densité, de sa transparence et des éléments chimiques qui la composent. En conséquence, la couleur du ciel, nous pouvons peut-être la découvrir grâce à des images uniques et des reconstitutions. Vous savez, toutes les planètes du système solaire ne peuvent pas se vanter d'avoir une couche atmosphérique. Même si elle existe, elle peut être trop fine. Sur un objet spatial sans atmosphère, on voit tout autour de la planète sans être gêné par la modification de la lumière comme sur Terre. L'apparence du ciel dépend aussi de certains astres. Sur notre planète, même de jour, nous voyons la Lune et le Soleil. Que verrons-nous sur Mercure ? Cette planète est la plus petite de notre système planétaire et sa distance par rapport au Soleil est la plus faible parmi les 8 planètes. Vous voilà sur Mercure, en train de regarder le ciel d'un noir profond. Tout cela est dû à l'absence de couche atmosphérique. Vous pourriez penser que, dans ce cas, nous verrions constamment tout ce qui se passe dans l'espace, mais ce n'est pas le cas. Comme vous vous en souvenez, Mercure étant très proche du Soleil, et sa lumière est si intense qu'elle éclipse à la fois les étoiles et les autres objets cosmiques. C'est pourquoi, en journée, on ne voit rien de cela. De plus, le fait que Mercure et le Soleil soient relativement proches l'un de l'autre signifie que l'étoile principale de notre planète paraît bien plus grande que depuis la Terre. Et l'intensité de la lumière solaire sur Mercure peut être 10 fois supérieure à celle de notre planète natale. En étant sur Mercure, nous pourrions mieux distinguer Vénus, dont la lueur paraît plus brillante, la Terre et notre Lune. Quant à Vénus, son ciel possède une couche plus dense. La principale différence de cette planète par rapport à Mercure, c'est qu'elle possède une atmosphère. Son épaisseur est d'environ 20 km, et dans sa composition, il y a de l'acide sulfurique, qui forme justement cette couverture impénétrable de nuages. À cause d'un tel ciel, il fait beaucoup plus sombre sur Vénus pendant la journée que sur notre planète d'origine, même si elle est plus proche du Soleil. Pour mieux comprendre à quoi ressemble la voûte céleste sur Vénus, imaginez le temps sur Terre juste avant qu'il ne commence à pleuvoir. Comme vous l'imaginez, l'épaisse couche de nuages de soufre sur Vénus empêcherait de distinguer clairement les contours des planètes, étoiles et autres objets cosmiques. En 1961, l'Union soviétique a lancé le programme Venera, qui a duré jusqu'en 1983. Au cours de cette opération, les scientifiques ont découvert que la couleur du ciel de Vénus est d'une teinte orange-rouge, parfois elle peut être jaune-verte. Si la planète n'avait pas une atmosphère aussi dense, il serait possible d'y observer en détail la Terre avec son satellite, ainsi que le Soleil, sans trop d'efforts. À quoi ressemblera le ciel sur la Lune ? Elle a beaucoup de points communs avec le ciel au-dessus de Mercure. Disons qu'elles n'ont toutes les deux pas d'atmosphère, par conséquent, la couleur du ciel y est nettement noire. Sur la Lune, on ne voit pas les étoiles le jour à cause du fort rayonnement solaire. De plus, l'étoile principale de notre système apparaît différemment sur Terre et sur la Lune, même si le Soleil semble avoir la même taille à ces deux endroits. Sur notre satellite, il paraîtra plus lumineux et sa teinte sera plus proche du blanc. Comme vous l'imaginez, sur la Lune, nous pouvons bien observer notre planète. Ceci est confirmé par les images obtenues lors des expéditions spatiales. Vue de la Lune, la Terre semble bien plus grande que la Lune vue de la Terre, son diamètre étant 4 fois supérieur. Le ciel au-dessus de Mars, la soi-disant planète rouge, présente un intérêt particulier. Comme pour Vénus, Mars possède une atmosphère, mais sa couche est très fine et en plus, elle contient beaucoup de poussière. C'est pourquoi nous observons que les rayons du Soleil y sont fortement diffusés. C'est pourquoi la visibilité sur Mars n'est pas meilleure que sur Vénus. Même de jour, on n'y distingue pas les étoiles. De quelle couleur est donc le ciel sur Mars ?
Il s'est avéré qu'en réalité ce n'est pas si simple à déterminer. L'atmosphère contient un niveau élevé d'aérosols, mais ce n'est pas la seule raison. Cela est également influencé par ce qu'on appelle l'effet Purkinje, un phénomène de changement de la perception des couleurs des objets lorsque la luminosité diminue. Ainsi, ce que perçoit notre œil dépend de la luminosité. Si le niveau de luminosité diminue, les teintes rouges paraissent beaucoup plus sombres, alors que nous pouvons toujours voir la couleur bleue, quel que soit l'éclairage. Nous pouvons maintenant affirmer avec certitude qu'en journée, le ciel martien est rouge, avec parfois une teinte orangée. Lorsque le soleil se couche, la teinte devient rosée, et lorsque la planète est proche de son étoile principale, au moment du coucher, le ciel devient alors d'un bleu vif. Les images obtenues par les scientifiques lors des expéditions sur Mars ne reflètent pas toujours fidèlement la palette de couleurs du ciel martien. Tout cela est dû au fait que sur de nombreuses photos, la réalité est déformée par les filtres appliqués, qui permettent aux chercheurs d'observer certains détails plus clairement. Même malgré cela, vous serez sûrement d'accord pour dire que la vue du ciel sur la planète rouge est à couper le souffle. Le ciel envoûtant de la planète aux anneaux, Saturne, est tout aussi fascinant. La planète se distingue par son système d'anneaux de roche et de glace. Par conséquent, ils peuvent être vus depuis la surface de Saturne. Si nous nous trouvions sur cette planète, les anneaux nous apparaîtraient sous la forme d'immenses arcs. Mais il n'y a pas que les anneaux de Saturne qui méritent notre attention. Dans les régions de la planète où il y a des hauteurs, le ciel est d'un bleu prononcé et à certains endroits, on observe une teinte jaunâtre. À proximité de Saturne se trouvent de nombreux satellites, dont un peu plus de 80 sont connus. Si nous sommes émerveillés par la beauté et la vue saisissante de la Lune depuis notre planète, nous ne pouvons même pas imaginer la vue envoûtante depuis Saturne qui possède plusieurs dizaines de satellites. En réalité, la vue n'est pas aussi impressionnante qu'on pourrait le croire. La plupart des satellites de la planète aux anneaux sont de petite taille et sont impossibles à distinguer, et les plus grands, comme Titan par exemple, sont trop éloignés. C'est précisément pour cette raison. Mais sur Saturne, il paraît bien plus petit que la Lune sur Terre. N'importe quel objet peut être perdu, il est difficile de contester cette affirmation. Les clés, les boucles d'oreilles, les écouteurs et les stylos, c'est le top actuel des objets perdus. Mais voici la question. Une planète entière peut-elle se perdre? Est-il possible qu'un énorme bloc de roche, de gaz ou de glace puisse disparaître quelque part? Il s'avère que oui. Un exemple frappant est la planète X, que les scientifiques cherchent en vain depuis le milieu du XIXe siècle. Mais pourquoi les astronomes ont-ils eu l'idée de l'existence d'une planète invisible? La première raison, c'est la déviation anormale des orbites des géantes gazeuses comme Uranus et Neptune. Cet aspect a été souligné au début du XXe siècle par Percival Lowell, un astronome américain qui, entre autres, a étudié en détail la planète Mars et s'est consacré à l'étude des astéroïdes. Et encore plus tôt, dans les années 1840, Urbain Le Verrier, un mathématicien français, s'est posé une question similaire. Autrement dit, quelque chose de massif et d'invisible pour nous, vraisemblablement des planètes, influence les corps du système solaire grâce à sa propre gravité. Ainsi,
Quand Clyde Tombaugh découvre Pluton en 1930, le monde scientifique se réjouit. Les astronomes pensent alors que cette planète explique la déformation des orbites de nos géantes gazeuses. Bien sûr, par la suite, les partisans de cette théorie ont connu une grande déception. Pluton s'est avéré bien trop insignifiant pour influencer de manière notable des corps célestes d'une taille aussi énorme. Mais le problème n'a été découvert qu'en 1978, après la découverte du satellite de Pluton, Charon. C'est alors que les véritables paramètres de l'ancienne plus petite planète du système solaire ont été révélés. Et en 2006, Pluton a même été exclu du groupe des planètes et classé parmi les objets nains. Alors, où est-elle, la véritable planète X ? Ce nom peut plutôt être considéré comme générique, car dans les cercles astronomiques, ce terme désigne tout corps céleste non découvert dans la partie externe du système solaire. D'un autre côté, le nom contient un certain jeu de mots. En effet, le X est toujours perçu par les gens comme une inconnue. Mais cela peut aussi être le chiffre romain X, c'est-à-dire la 10e planète, si l'on compte Pluton. Puisque de nombreux scientifiques croient à l'existence de cet objet hypothétique, ils essaient d'imaginer à quoi il pourrait ressembler. Quels paramètres de la planète X ont été évoqués pendant tout ce temps ? Le physicien français Jacques Bobinet a émis l'hypothèse que la planète X, ou Guipérion comme il l'appelait, est 12 fois plus massive que la Terre. Le scientifique Gabriel Dallet a conclu que la planète transneptunienne, située à environ 47 unités astronomiques du Soleil, influence l'orbite d'Uranus. Parallèlement, le célèbre polémiste Thomas Jefferson Jackson a même affirmé qu'il existait 3 planètes, nommant l'une d'elles Océan. L'astronome indien Venkatesh Kitkar a aussi proposé une hypothèse intéressante. Sur la base de la résonance complexe des satellites galiléens internes de Jupiter, il a supposé qu'Uranus et Neptune étaient liés par un processus similaire à 2 objets transneptuniens. L'une des planètes dont parlait Kitkar a été découverte X9 ans plus tard, et il s'est avéré qu'il s'agissait de Pluton. La seconde, appelée Vishnu par le scientifique, reste introuvable. Peut-être s'agit-il de cette fameuse planète X. Quoi qu'il en soit, aucune des hypothèses n'a encore été confirmée. En plus de celle mentionnée, il existe une autre théorie intéressante concernant la planète X. Il s'agit du creux de Kuiper. Comme on le sait, au-delà de l'orbite de Neptune se trouve une ceinture d'astéroïdes portant ce nom. Lors de son étude, un phénomène étrange a été observé. L'intégrité de la ceinture s'interrompt soudainement à une distance de 48 unités astronomiques du Soleil. Cela pourrait être causé par un objet ayant une masse similaire à la Terre ou à Mars. Lorsque les astronomes ont vérifié cette théorie, il s'est avéré que si une telle planète se trouvait à cette distance, la configuration des objets transneptuniens serait complètement différente de ce que nous observons actuellement. En conséquence, les spécialistes ont ajusté la distance de cet objet céleste hypothétique et prédisent que la planète X se trouve à plus de 100 unités astronomiques du Soleil. Où est-elle vraiment ? Cette planète est insaisissable et mystérieuse. Si l'on combine toutes les hypothèses existantes, on peut dresser un portrait schématique de cette planète. C'est un corps céleste dont la masse dépasse celle de la Terre de 5 à 15 fois, situé à une distance de 45 à 150 milliards de kilomètres du Soleil. En fait, c'est précisément ce qui explique son caractère insaisissable. La planète reçoit trop peu de lumière de notre étoile, elle a donc peu de chances d'être détectée par les télescopes terrestres. Mais est-ce vraiment le cas ? La dernière affirmation a récemment été réfutée par les astrophysiciens James Hanvin et Jakub Stolz, travaillant aux universités de Dartmouth et d'Illinois à Chicago. Ils estiment que l'insaisissabilité de la planète X ne tient pas à son éloignement du Soleil, mais au fait qu'il ne s'agit pas d'une planète mais d'un trou noir. Certes de petite taille. Les scientifiques affirment que ce gouffre est entouré de nuages de matière noire, ce qui bien sûr rend son observation visuelle impossible. La seule chose qui trahit cet objet mystérieux, c'est le rayonnement gamma. Le télescope Fermi, spécialisé dans les sursauts gamma, surveille le ciel depuis 2008. S'il parvient à détecter des sursauts se déplaçant lentement dans le ciel, on pourra considérer que la théorie du trou noir est confirmée. Je me demande si l'imagination des scientifiques s'épuisera un jour.
Peut-être qu'à l'avenir, ils abandonneront leurs recherches, mais pour l'instant, les astronomes continuent de générer des idées sur ce que pourrait être la planète X. C'est pourquoi il vaut la peine de mentionner encore quelques hypothèses. Tout d'abord, il s'agit d'une géante gazeuse appelée Tyuki, qui se trouverait supposément dans le nuage d'Oort. John Mattis et Daniel Whitmer de l'Université de Louisiane estiment que pour prouver l'existence de cette planète, il faut ouvrir les archives du télescope UAIS, lancé en orbite en 2009 par l'agence spatiale de la National Aeronautics and Space Administration. Il est à noter que quelques années après l'énonciation de cette hypothèse, les spécialistes de la National Aeronautics and Space Administration ont déclaré que la possibilité de l'existence d'une géante gazeuse à une distance inférieure à 10 000 unités astronomiques était totalement exclue. Cependant, le groupe de scientifiques ayant rendu publique cette hypothèse affirme que Tyuki existe. De plus, en ce moment même, elle expulse activement des comètes glacées du nuage d'Oort, dont beaucoup atteignent des diamètres de plusieurs kilomètres, ce qui représente déjà un danger sérieux pour la Terre. Si un tel géant décidait de rendre visite à notre planète, l'humanité ne pourrait pas éviter une catastrophe irréparable. Des conséquences catastrophiques pour la biosphère terrestre sont également associées à l'étoile Némésis, que l'on considère comme le compagnon invisible du Soleil. Ne vous empressez pas de froncer les sourcils avec sarcasme, car toute hypothèse mérite d'être examinée. À la fin du XXe siècle, les paléontologues David Raup et Jeb Sepkoski ont publié une théorie sur la périodicité de l'extinction des espèces sur Terre. Ils ont déterminé un intervalle de 26 millions d'années. En d'autres termes, à chaque période mentionnée, la biosphère terrestre est entièrement détruite et réinitialisée. Selon leurs recherches, il y a eu 12 événements similaires au cours des 250 derniers millions d'années. À quoi cela est-il lié? Les paléontologues pensent donc que tout cela est dû à l'étoile compagne du Soleil, Némésis. D'ailleurs, on l'appelle aussi l'étoile de la mort. Comme on dit, salut à Dark Vador. Némésis serait, d'après certaines hypothèses, une naine rouge ou brune située à environ 1 an et demi-lumière du Soleil. D'où viennent ces chiffres? Lors de ses calculs, le partisan de la théorie, Richard Muller, se réfère à la dernière extinction massive qui a eu lieu il y a environ 5 millions d'années. Pour appuyer l'existence de Némésis, les scientifiques avancent avec le fait que la moitié des étoiles de la séquence principale sont doubles. Pourquoi le Soleil serait-il une exception? C'est de là que provient la modification des orbites de certains objets transneptuniens, comme Sedna. Les astronomes affirment qu'elle est en résonance avec Némésis. Sinon, nous ne pourrions tout simplement pas observer la planète naine à son emplacement actuel. Serons-nous capables de détecter cette étoile insaisissable qui influence de nombreuses étoiles, voire la survie des organismes sur Terre? Pour cela, il faut analyser les données recueillies par les observatoires, ce qui peut prendre plusieurs années. Pour finir, il convient de mentionner une autre étude marquante organisée par Michael Brown et Konstantin Batygin, l'astrophysicien russe. Ils voulaient d'abord démystifier le mythe de la planète X, mais ont finalement trouvé de nombreuses raisons d'y croire. Par exemple, les astrophysiciens ont tenté de réfuter les affirmations fondées sur les recherches de l'observatoire orbital Wide Field Infrared Survey Explorer, selon lesquelles aucun corps comparable à Jupiter ou étoile semblable à Némésis n'a été découvert à proximité du Soleil. Майкл и Константин ссылаются на то, что орбиты некоторых транснептуновых объектов ориентированы одинаково, и это отражено в результатах, предоставленных телескопом. Cela signifie donc qu'il existe un certain corps céleste qui a contribué à cela. Mais pourquoi le télescope ne l'a-t-il pas trouvé? Konstantin Batygin est Michael Brown, que l'on surnomme le bourreau de Pluton, car c'est grâce à lui que la planète a été rétrogradée. Les partisans des planètes naines expliquent cela par le fait que l'objet est trop petit, pas plus de 5 ou 10 masses terrestres. La modélisation informatique les a menés à cette conclusion. Mais peut-être que tout cela n'est que fantaisie et spéculation? Tout au long de l'histoire, l'attention humaine s'est surtout portée sur des phénomènes imaginaires, des dieux fictifs, des forces surnaturelles ou magiques. Ainsi, beaucoup moins de temps était dédié aux choses réelles. Peut-être que la planète X, l'étoile Némésis, Tyuki et le trou noir insaisissable appartiennent tous à des fantasmagories qui n'existent que dans l'imagination de certains scientifiques. Qu'en pensez-vous ? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé la vidéo.